Qu'est-ce que vous voyez? Oui, on voit une slide avec écrit C++ quiz 1. Ok, super. Alors, l'idée, donc, ça va être de faire des révisions ensemble. Donc, essayez de pas tous parler en même temps, ça serait cool. Alors, question 1. Est-ce que quelqu'un peut me dire parmi les entités suivantes, magicien, personnage, nom, adresse, la voiture de papa et Monsieur Didler, quelles sont les classes, objets et attributs? On n'est pas sur la bonne slide, je crois. On n'est pas sur la bonne slide, ouais, on ne la voit pas. Ah bon? On voit la slide d'introduction, mais pas la question. D'accord. Bon, bah, Tim, il a l'air de... J'ai eu le même tout à l'heure. Ça lag un peu. Ah bah, on voit votre souris bouger, mais... Alors, je vais réouvrir le truc. Là, vous voyez? ouais, mais pas la bonne page toujours. Et là? Non. Ah, mais attends, vous partagez PowerPoint, pas la diaporama, si? Je sais pas. Bah, peu importe. Sur les deux côtés, je suis à la question 1, sur mes deux écrans. Je suis au même endroit. Non, on voit C++ quiz 1. Ah ouais, mais là, ça lag. Là, ça vient, mais c'est une blague. Et peut-être si vous partagez l'écran, je sais pas. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Ah, c'est bon, question là. Et là, vous voyez? Ça y est. Ouais, Ah ouais, là, c'est nickel, monsieur. Non, mais il y a un bug. Oh, là, c'est bien, ouais. Putain, bon, ok, bon. On va le faire comme ça. Dans le groupe, il y a eu le même bug. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que quelqu'un peut me répondre à la question? Un personnage, c'est une classe. Alors, attendez juste 2 secondes. Quand même. Alors. Pardon. Alors, pour la première question, alors, parmi les entités suivantes, oui, magicien, personnage, nom, adresse, voiture de papa, Monsieur Didler, cité, classe, objet, attribut. Quelqu'un tente? Il y a quelqu'un qui s'amuse à mute. Je vais... Oui, s'il vous plaît, avec les mutes. Allez-y. Classe, il y a magicien, personnage, objet, nom, adresse et attribut, la voiture de papa et Monsieur Didler. Faux. Qui dit mieux? Ah bon, je peux, moi. Moi, je dis mieux, moi. Je peux essayer. Le magicien, c'est pas une classe. Magicien, c'est un objet. C'est un objet, ouais. Personnage, c'est une oui, classe. objet, pardon. Bah, c'est un objet, c'est évident. C'est évident. Nom, adresse et attribut. Et, Alors, quelqu'un peut me formuler une réponse claire, s'il vous plaît? Moi, je peux essayer, monsieur. Alors, allez-y. Alors, je dirais magicien, c'est un objet. Personnage, c'est une classe. Nom et adresse, c'est des attributs. Voiture de papa, c'est un objet. Et Monsieur Didler, c'est un objet. Bon, presque. Quoi? Magicien, ça serait un objet de quoi? Bah, de personnage. Ok, donc je comprends votre logique. Donc, je pourrais le valider, d'accord? On pourrait voir magicien comme une classe. Ok? Ouais, bah, j'ai hésité, mais je me suis dit que c'était pas assez gros. Enfin, qu'on pouvait le regrouper dans quelque chose directement de plus... Ok, effectivement, tout dépend du projet en question. Donc, c'était pas très clair, c'était fait exprès. Hein. Donc, votre réponse est bonne. Vous auriez pu dire que magicien est une classe. Et qu'est-ce qu'on peut dire de adresse? Bah, ça peut être une classe aussi. Ça pourrait être une classe, oui. Et il y aurait quoi? Oui, alors ça peut être un attribut, comme il m'a dit, mais ça pourrait être une classe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans dans la classe adresse? Parce qu'en attribut, on pourra mettre le La numéro, rue, la ville. le code postal et tout. Voilà. La rue, la ville, le code postal. OK? Et le numéro. Super. Question 2. Citez les 3 types de constructeurs et leur rôle. Surchargé, par défaut et par copie. Alors, le rôle de chacun. Par défaut, Initialiser. Ouais, initialiser ouais, exact. Paramètres. Initialiser les paramètres par quoi? À 0, non? À 0, oui, par défaut. Enfin, à des valeurs définies dans le fichier header. Souvent 0 pour les entiers et chaîne vide pour les caractères et compagnie. Le constructeur par copie, il fait quoi? C'est quand on a des pointeurs, non? Alors, on l'utilise souvent quand c'est des pointeurs, effectivement, mais quel est son rôle surtout? On s'en fout des pointeurs pour l'instant. Il reprend tous les attributs de la classe pour les initialiser. Alors, il reprend tous les attributs de la classe, c'est mal dit. Comment il initialise les attributs, justement? Justement, il les copie et il les initialise à 0. Non, il les initialise pas à 0. Il les initialise à tirer le tirer du bas et le nom de l'attribut dans la classe private, mais c'est entre parenthèses et devant on a le truc que vous nous disiez là, M tiré du bas. C'est bizarre un peu.
J'ai rien compris. Que fait le constructeur par copie en français? En gros, ça permet de mettre une valeur saisie par l'utilisateur dans l'attribut de la classe. Non, c'est pas lui. Il les transforme en public pour pouvoir. Non. Non. Ça crée un objet avec un autre objet? Oui, ça crée un objet avec un autre objet par copie. Voilà ce que ça fait. Vos trucs que vous me dites avant, je sais pas de quoi vous me parlez. C'est quoi le dernier type? Surchargé. Et lui, il fait quoi? Et il demande à l'utilisateur de saisir les paramètres. Enfin, les... Alors, il ne demande pas forcément l'utilisateur, mais il initialise les attributs Avec ce qui rentre en paramètres. avec ce qui est passé en paramètre. Tout à fait. Voilà. Alors, question 3. Le destructeur maintenant. Il sert à libérer la mémoire. Oui, pas. Des opérations de nettoyage. Voilà. L'objet. Des tableaux et des pointeurs. Alors, il sert effectivement à toutes les opérations de nettoyage et j'ai entendu à détruire l'objet. Tout à fait. OK? Donnez la syntaxe pour le destructeur de la classe test. Comment on fait? Pour Pour le créer ou pour Test. la syntaxe, c'est test, tilde. Shield test. C'est ça. OK? Comme ça. Donc, OK? Ouais, c'est bon. OK. Il faut pas mettre d'accolade? Si, mais là, c'était juste le prototype que je vous demandais. Ok. Monsieur, juste, Oui. quand vous dites que le destructeur, ça sert à détruire l'objet, c'est pareil que détruire la classe ou pas du tout? On ne détruit pas une classe, on détruit les objets, instances des classes. Ok, merci. Ah, la classe, c'est un type. On ne détruit pas un int. On détruit la variable int. OK? Mais juste une question, monsieur, là, nos destructeurs, ils sont, enfin, ceux qu'on code des destructeurs ou dans les exemples, on demandait de faire un destructeur, mais Ouais. on mettait rien dedans Tout à dans fait. la fonction de destruction. Tout à fait, parce qu'il n'y a rien à détruire dans vos Parce classes. qu'il n'y a rien à détruire pour l'instant, mais donc on est d'accord. C'était juste pour savoir la fonction, enfin, le destructeur. Après, on devra mettre des choses dedans. Bien pour que sûr. ça puisse détruire. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Monsieur, Oui. juste comme les attributs sont privés dans le main, on ne peut pas par exemple saisir un attribut, mais si je le fais par exemple dans le constructeur par défaut, ça va marcher. Est-ce qu'on a le droit? Alors, oui, mais c'est une mauvaise pratique. On ne fait pas de saisie dans les constructeurs. C'est vraiment une mauvaise pratique. Et du coup, il faudrait que je le fasse où? Alors, vous pouvez faire un sous-programme qui s'appelle saisir données et vous le mettez en méthode de votre classe. D'accord. OK? Et là, ce sera plus privé. Enfin, je pourrais les saisir. Voilà, et vous mettrez la fonction en public et vous pourrez les saisir dans le sous-programme de saisie. Merci. Voilà. Mais monsieur, Oui. les getters, ça fait pas la même chose que le programme que vous venez de dire? Non, les getters, ça récupère la valeur d'un attribut, c'est tout. Ok. Question 4. Pourquoi on évite d'utiliser les pointeurs en C++? fuite mémoire et pointer en dehors. Enfin, pointer n'importe où. Voilà. Ça évite les fuites mémoire et ça évite surtout les dangling pointers, c'est-à-dire les pointeurs qui pointent n'importe où. Quelle alternative peut-on utiliser? Les références? Oui. Qu'est-ce qu'une référence? C'est comme un pointeur, mais sans les inconvénients des pointeurs. Tout à fait. C'est comme un pointeur sans ses inconvénients. On verra ça. Ouais, voilà, j'allais vous demander, il y a quoi comme différence d'un point de vue mémoire entre les deux, justement? Alors, d'un point de vue mémoire, aucune. Ça prend la taille d'une zone mémoire, c'est-à-dire la taille d'un size T, c'est-à-dire 8 octets en mémoire pour un pointeur 64 bits. Donc, ça ne change rien. Une ref ou un pointeur, ça prend la même taille mémoire. D'accord, merci. Ça ne manipule pas de la même manière, tout simplement. Ok, cool. On verra sur le chapitre des références plus en détail comment ça s'utilise. Question 5. Soit une classe personne contenant une méthode affichée en public. Déclarer un objet test de cette classe et appeler la méthode affichée.
Donnez-moi les lignes de code. Déjà, classe personnage. Non, le code dans le main pour faire ça. Ah, dans le main. Ouais. Personnage point affiché, je crois. Non. Bah, déjà, on fait personne, espace et on appelle comme on Ah oui, veut. personne, ma personne, par exemple. Ouais, point virgule. Ok, test. On fait test.personnage ou je sais pas quoi. Test.personnage. Test.affiché. Oui, point affiché. Ok. Ah oui, test.affiché. Version avec un pointeur, comment on fait? C'est avec flèche. Hein? On fait test flèche affiché, non? Ouais, mais avant? Ah, avant, on fait new. Enfin, je sais pas. Alors, c'est quoi la ligne? C'est pas la fonction int this. new. Hein? Bah, c'est int. Non. Mais int, c'est pour les ints. Là, t'es pas sur un int. Bah, personne étoile test. Ah, bah alors, c'est test étoile. Non. Test égale new Personne new test. Non. Personne, étoile. Personne. Personne, étoile, test et new test. Non. New person. Ok. Voilà. Et test, flèche, affiché. OK? Parce que c'est un pointeur et donc du coup, delete, si on code bien, test. OK? Oui. Alors, question 6. Soit une classe magicien contenant une méthode lancer magie en public et un attribut magie en public. Déclarer un objet de test de cette classe et appeler la méthode lancer magie. Les attributs, c'est en privé, monsieur. Oui, ça c'est la deuxième question. Et la première? Bah, magicien. Magicien, mon magicien, par exemple. Déjà. Test. Un test. Ouais, test. Ah oui, test. Et après, c'est test. Point. Lancer magie. OK. Que constatez-vous au niveau de la classe magicien? Bah, c'est qu'elle est en public. C'est que quoi est en public? Les attributs. Oui. Ah, les attributs. Rien à faire en public. OK. Ils doivent être en privé. Tout à fait. Mais là, vous n'avez pas appelé le constructeur pour créer le test? Si, c'est le constructeur par défaut qui a été appelé automatiquement. Ah. Quand j'ai fait ces lignes de code là, le constructeur par défaut est appelé. Mais il ne faut pas mettre les parenthèses du coup normalement? Alors vous pouvez, ça change rien. C'est pareil, ok? C'est pas obligé. Quand il n'y a pas de paramètres à passer, normalement on met les parenthèses, je suis d'accord, mais... C'est pas après, c'est pas entre magicien et test d'ailleurs la parenthèse? Non, non, pas du tout. Non, la parenthèse elle est après. Moi, monsieur, je crois que j'avais un problème parce qu'en fonction des versions de C++, si on mettait des parenthèses ou pas au constructeur par défaut, bah il y a des codebox qui buggaient. Ah, on avait vu ça avec Madame Palazzi. Moi, j'en mets pas, en tout cas. J'en mets pas. Pour le par défaut. Question 7. Soit une classe voiture, dans quelle section stocker les attributs, méthodes, constructeur, destructeur? Privé dans la première. Ok. Public, tout le reste en fait. Public, tout le reste, tout à fait. Donc faites bien attention à ça, mettez bien les méthodes au bon endroit, dans la bonne section. Question 8. Soit une classe voiture avec un attribut privé mMark et un constructeur surchargé, prenant une marque en paramètre. Déclarer un objet de test avec la marque Audi et affecter la valeur de l'attribut et afficher la valeur de l'attribut mMark. Qu'en pensez-vous? Déjà, on claque aucune méthode. Ouh là là, pas tous en même temps. Faut faire un get. Alors oui, il faudra faire un get, effectivement. Et comment vous faites le début? Bah déjà on déclare voiture, genre voiture, ma voiture. Ouais. Ok, voiture test, ouais, très bien. Ensuite, il faut qu'on accède à ce qu'il y a dans la partie privée. Ouais, mais comment vous faites pour l'initialiser avec la marque? Entre parenthèses, et on lui met Audi. Ok. Point virgule. Ok. Ensuite, on accède à ce qu'il y a dans la partie privée.
Ok. dans l'autre fichier là, on le return, on le modifie, et après on fait test. Alors attendez. On a un truc d'affichage aussi, non, en principe. Faut juste faire c'est out, non? Ah, ok, je sais pas. Alors là, sur cette question-là, on n'a pas besoin de faire tout ça. Je vous demande juste comment on fait pour afficher la valeur de l'attribut nMark. Ah oui, t'as raison, je crois. On fait des out et on see out get mark, quoi. Ok, sauf que vous n'avez pas de getter là. Ouais, bon, on l'a créé, quoi. Mais il faut en faire un. Il faut en faire un, oui. Donc la réponse, c'est quoi à la question? Non, on peut pas. On peut pas, d'accord? Mais pourquoi, quand vous avez marqué voiture test, entre parenthèses, vous avez mis en guillemets Audi? Parce qu'on veut limiter C'est une chaîne de caractères. avec le constructeur surchargé. Ok. Du coup, on passe le paramètre, la chaîne de caractères Audi. Ouais, mais moi, j'aurais juste pas mis les guillemets, en fait, c'est pour ça. Ah bah si, parce que chaîne de caractères, c'est toujours entre guillemets. Ok. C'est une string, si vous voulez. Ok. Mais du coup, on n'est pas obligé de mettre std string Audi? Alors, vous auriez pu faire ça, les deux sont bons. Ok. Et après, vous passez Audi en paramètre, ça marche aussi. La variable. Question 9. Donc, en fait, vous étiez en train de me répondre à la question 9. Il y en a qui me parlaient de créer un getter, etc. là. Ah oui, parce qu'on pouvait pas l'avoir sans créer le getter, donc on aurait pu créer un getter juste pour récupérer. Ok. Donc là, en gros, sur une classe voiture, donc déclarer, c'est pareil que tout à l'heure, avec la marque Audi. Sauf qu'après, on a un getter cette fois. Donc, on peut faire test.setMark. Ça, c'est le setter parce qu'on veut le changer avant Peugeot, je crois. Et puis après, on peut faire stdcout test.getMark. OK? Ouais. Moi, monsieur, j'ai une petite question. Le setter, là, dans l'autre fichier, on aurait quoi à l'intérieur des accolades? En fait, j'ai du mal avec les setters. Qu'est-ce que vous auriez? Dites-moi. Bah, en fait, du coup, le prototype, ça aurait été voiture, set mark, etc. Et bah, je sais pas du tout, en fait, la question, je la pose. Vraiment, je sais pas. Donc, c'est void, voiture, set mark, Ok. std.string, valeur, par exemple, et ensuite, vous auriez fait mmark égale valeur, point virgule. Ok. Monsieur? Oui. Du coup, tout à l'heure, vous disiez qu'on n'avait pas forcément besoin de mettre de parenthèses quand la fonction ne prenait pas de paramètres. Oui. Est-ce que pour le getMark, par exemple, on a besoin de mettre des parenthèses? Oui, pour tout le reste, il y a besoin. Ah, c'est que pour les constructeurs? Que pour le constructeur par défaut, oui. Ok. Ok. Et aussi une question, le constructeur par défaut, il met quoi comme valeur si on lui donne, enfin si on n'a pas défini de valeur de base? Alors, ça sera aléatoire, comme on sait. Mais parce que j'avais essayé, ça mettait des valeurs qui étaient vraiment grosses. Oui, aléatoire, et c'est souvent des très gros nombres. D'accord, donc c'était normal. Oui, c'est normal. Ce sont les résidus mémoire qu'il y a dans votre RAM. C'est un peu compliqué. Ok. Ok, question 10. Qu'est-ce que le RA2I? C'est un rail. Un rail, non. C'est une technique d'acquisition, je sais pas quoi. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Et plus précisément. Go sur Wikipédia. Monsieur, je suis pas sûre, mais ça sert pas à un truc pour la mémoire, genre pour éviter les fuites de mémoire? Si, tout à fait. Ça C'est pour détruire automatiquement, je crois. C'est une technique pour éviter les fuites mémoire, le RA2I, qui consiste à allouer les pointeurs en testant qu'ils ont bien été alloués dans le constructeur ou les constructeurs et à détruire les pointeurs dans le destructeur. Ok? Ah, on les aurait détruits où les pointeurs si c'était pas dans le destructeur? Vous auriez pu soit oublier de les détruire, soit les détruire dans le main, ce qui est une grosse connerie. Ok? Les détruire dans le main, comment ça? Bah, vous récupérez votre attribut, j'en sais rien, et puis vous faites delete dessus, quoi. Vous récupérez votre pointeur avec un getter, vous faites delete dessus dans le main.
Mais c'est pas une bonne pratique, hein, clairement. Ça change quelque chose si on le delete dans le main ou si on appelle le destructeur pour qu'il le delete? Oui, ça change quelque chose. Les ressources doivent être libérées dans le destructeur. Donc, il faut libérer les pointeurs dans le destructeur. Il ne faut pas le faire dans le main. Mais on n'appelle pas un destructeur au passage. Il est appelé automatiquement. Sauf dans le cas d'un pointeur où il faut appeler avec l'opérateur delete. Ok. CF cours que je vous ai expliqué semaine dernière. Ouais. Je vous rappelle, vous avez les vidéos d'ailleurs. Qui revisionne les vidéos? Vous le faites ou pas? Ouais, un peu, pour nous aider. Ouais, les moments clés ou les trucs. Ok. Bon, moi j'enregistre les cours, mais bon, après, si vous les utilisez pas, ça sert peut-être à rien que je les enregistre. Ah si, c'est pratique. Non, c'est utile, c'est utile. Ok. C'est pratique pour revoir une notion. Ok. Bon, ça va un peu pour les révisions là des chapitres d'avant? Ouais, ça fait du bien. Oui, c'est bon. Ok. Alors, on va passer au cours sur les conteneurs. Alors, pareil, si je mets en full screen, j'imagine que vous ne voyez pas les slides. Oui, on voit pas. Non. Il y a vraiment un bug en ce moment. J'avais pas ce problème avant. Je comprends pas pourquoi. Et là, vous les voyez? Oui. Ok. Alors, aujourd'hui, on va voir les conteneurs, enfin 2 conteneurs, les 2 premiers de la STL, donc la bibliothèque standard du C++. On va commencer par le vecteur le plus simple. Le vecteur, c'est un conteneur que vous devez maîtriser, qui n'est pas difficile et qui correspond à ce que vous avez vu en 1G1, au tableau dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est un vecteur très exactement? C'est un tableau dynamique extensible à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en C, l'année dernière, on vous a montré 2 manières pour les tableaux. La première, les tableaux statiques, int crochet 10. La deuxième, on vous a amélioré en vous disant il existe le tableau dynamique int étoile tab égale malloc de 10 fois size of int, par exemple, pour faire un tableau de 10 entiers. Sauf qu'une fois que votre tableau était alloué, vous ne pouviez pas l'étendre ou le rétrécir. Sauf ceux qui connaissaient la petite fonction realloc qui n'est pas enseignée en 1G1. Ces problématiques sont résolues en C++ avec le vecteur qui va s'adapter automatiquement au nombre d'éléments qu'il y a. Donc c'est un gros avantage. Les données sont toujours contiguës en mémoire, c'est-à-dire les unes à la suite des autres. Il n'y a pas de trou dans le tableau, c'est-à-dire que si vous supprimez une valeur au milieu du tableau, le tableau sera automatiquement décalé pour combler le trou. Et les accès se font toujours par indice, comme en C l'année dernière, vous pourrez faire votre table crochet I. Tout va bien en C++. Le premier indice commence aussi à 0, comme en C, vous ne serez pas trop perdu là-dessus, c'est pareil. Donc en gros, vous avez tous les avantages d'un tableau dynamique, et en plus vous pouvez l'étendre ou le rétrécir. Conclusion, le vecteur, c'est ultra pratique. Mais le rétrécir, ça se fait tout seul? Alors, ça se fait tout seul quand vous appellerez une fonction qui permet donc de supprimer un élément, donc la fonction erase. Et ça se fera tout seul, tout à fait. Ok. Alors, genre, on peut supprimer un élément qui est au milieu du tableau? Oui, on peut supprimer un élément au milieu du tableau, tout à fait. En fait, c'est comme si c'était une liste chaînée? Tout à fait, sauf que ce n'en est pas une, ouais. Ok. Eh ouais, c'est la classe, hein. Mais ouais, mais c'est pas plus gourmand en termes de performance? Ah bah si, faire un delete au milieu du tableau en termes de perf, c'est pas le top. Bah, d'ailleurs, j'en parle de performance ici. Au niveau des performances et des opérations qu'on peut faire sur le vecteur, vous pouvez ajouter en queue, c'est-à-dire à la fin du tableau, ou supprimer le dernier élément. Ça, ce sont des opérations très rapides. On dit qu'elles sont en O2.1, complexité. C'est-à-dire elles sont instantanées. Ensuite, vous pouvez accéder à un élément du tableau. Pour cela, il fait une opération sur le pointeur. Et donc, du coup, vous avez un accès dit instantané. Voilà, vous êtes en O2.1. Pourquoi j'écris? Ouais, c'est ça, O2.1. Et ensuite, vous pouvez chercher un élément. Chercher un élément, s'il existe dans le tableau, nécessite de parcourir tout le tableau. Donc, vous êtes en O2N, c'est-à-dire N représentant la taille du tableau. C'est l'équivalent d'une boucle for. Si vous voulez supprimer un élément dans le tableau, c'est un peu particulier parce que, 1, il faut le trouver.
Et une fois que vous l'avez trouvé, il faut le delete et décaler tous les éléments qui étaient à droite et les décaler d'une case à gauche pour combler le trou, comme je vous disais, puisqu'il n'y a pas de trou dans un vecteur. Donc, c'est une opération qui est plus gourmande que O2N. Ok, on s'en fout de la complexité exacte, ce n'est pas important. Pour déclarer un vecteur, vous utilisez la syntaxe en 3 parties. Donc déjà, le nom du conteneur, std::vector. Ensuite, dans les chevrons, vous mettrez le type, c'est-à-dire la nature des éléments dans le tableau. Et en troisième, votre variable. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il faudra faire un _include de vector pour indiquer à la librairie que vous voulez utiliser les vecteurs. À chaque fois que vous voudrez utiliser un conteneur, il faudra faire un _include du nom du conteneur que vous voulez utiliser. Évidemment, vous pouvez mélanger tous les types de conteneurs dans le même programme sans aucun souci. Il n'y aura pas de problème de compatibilité. Fonction d'accès aux données. Avec un vecteur, vous pouvez accéder avec l'opérateur crochet. Donc, on l'a vu par indice, ça vous connaissez, tab crochet i. Mais vous pouvez aussi accéder au tout premier élément avec la fonction .front ou au dernier élément avec la fonction .back. Vous pouvez modifier en faisant une insertion en plein milieu du tableau avec insert ou une suppression, comme je vous l'ai dit, avec erase. Ok, je vous laisserai regarder la documentation sur cppreference.fr. Je vous ai mis le lien sur le campus permettant de voir comment on utilise toutes ces fonctions. Évidemment, moi, je ne les connais pas. On ne peut pas connaître toutes les fonctions de chaque conteneur par cœur, c'est impossible. Donc, l'idée, c'est de revenir sur la documentation pour voir comment elle fonctionne. C'est tout à fait normal de ne pas les apprendre par cœur. Est-ce que lors de projets ou de choses comme ça, si on utilise des fonctions qu'on trouve par exemple sur CP références, des choses comme ça, on pourrait les utiliser ou pas? Oui, dans le projet, tout à fait, oui. Ok. Petit exemple, comment on parcourt un vecteur? Alors parcourir, je rappelle, un tableau en C, c'était pas très difficile. Vous faisiez une boucle for avec un compteur, for i égale 0 et inférieur à la taille du tableau i++, printf, tab crochet i. En C++, c'est un peu plus compliqué. Il y a la technique dit avec les itérateurs. Donc là, vous voyez l'exemple. C'est un peu verbeux, c'est-à-dire que ça prend de la place quand on écrit. C'était des vecteurs de float, iterator. En fait, un itérateur, c'est un objet. C'est un petit objet qui va vous aider à parcourir les cases d'un tableau. Et plus particulièrement, plus généralement, ça va vous permettre de parcourir les cases d'un conteneur quelconque. Que ce soit une liste chaînée, un conteneur associatif, etc. Vous pourrez utiliser les itérateurs pour parcourir les éléments. Pour cela, vous avez toujours l'histoire de la boucle for, mais en utilisant l'itérateur, donc c'est un peu plus compliqué. Vous avez les fonctions begin qui pointent vers le premier élément et la fonction end qui pointe vers l'après-dernier élément. Donc, ça ne pointe pas sur le dernier, mais vraiment celui qui est après le dernier élément. Donc c'est un élément qui est invalide, évidemment, le grade.end. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que l'itérateur, vous verrez qu'on peut ne plus l'utiliser au profil de quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Donc, je vous encourage à utiliser la version améliorée et de ne plus utiliser les itérateurs. Je vous en parle parce que c'est important. Vous pouvez voir des codes ayant des itérateurs et surtout qu'avant le C++11, c'était obligatoire de les utiliser. On ne pouvait pas faire autrement. Un itérateur, je vous dis aussi que ça agit comme un pointeur. C'est-à-dire que vous ne voyez pas d'étoile, en l'occurrence, sur la déclaration de l'itérateur. Mais en fait, c'est comme si c'était un pointeur. Ce qui explique pourquoi, quand je fais le std::cout, je dois faire étoile it. Ça veut dire que je dois déréférencer mon itérateur pour accéder au contenu pointé. Et donc récupérer mon float dans la case mémoire. Donc c'est comme si vous imaginez que c'était un pointeur et vous le déréférencez pour récupérer un pointeur qui avance de case en mémoire et vous déréférencez pour récupérer la valeur à chaque fois. D'accord ? La nouveauté, là où je veux en arriver, si vous n'utilisez pas les itérateurs, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le for range loop. Le for range loop, c'est un autre type de boucle qui n'est pas avec un compteur, mais qui est de type for each pour des langages de plus haut niveau comme le PHP où ça existe de manière native. Donc comment ça fonctionne? For auto elem2.grade, qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque élément du tableau grade, afficher l'élément qui vaut elem. Donc, en gros, que veut dire auto? Auto, en fait, c'est un mot-clé du C++ qui va vous permettre d'auto-déduire le type des données qu'il y a dans votre tableau. Si vous travaillez sur un tableau d'entier, de int, le auto va être transformé en int, si vous voulez. Si vous travaillez sur un tableau de float, votre auto va être transformé en float. Ça permet de s'adapter à la nature de l'élément qui est dans votre tableau. Et du coup, vous pouvez faire un std::cout de l'élément et vous contrefichez que ce soit un int, un char, un float ou autre chose.
Ok? Les micros, on coupe. Ok? Vous avez des questions sur ça? Monsieur, Ouais. ouais, un auto, on peut l'utiliser autre part que dans ce truc-là ou pas? Oui, on pourrait l'utiliser partout, autre part. Sauf que on n'utilise pas des autos pour déclarer des variables, ça ne se fait pas. Surtout quand on connaît le type à l'avance. Généralement, les autos, on les utilise très souvent dans les boucles for. Ok, merci. Voilà, donc je vous déconseille de trop l'utiliser, c'est pas bien. Et juste, du coup, auto-lm de point grades, enfin le 2 points grades, il signifie quoi? Alors, le 2 points veut dire dans, en français, si vous voulez, et grade, c'est le tableau, le vecteur que vous voulez parcourir. Ok. On va prendre l'exemple complet. Regardez. Je déclare un tableau grade de float. J'ajoute des notes avec pushback. J'affiche le premier et le dernier élément et je fais des modifications. Je supprime le troisième élément. Je fais de l'affichage à nouveau et après je parcours avec les itérateurs mon tableau grade. Je pourrais remplacer la dernière partie de mon code par le for auto. Les tableaux, du coup, ils commencent à l'élément 1 ou l'élément 0 toujours? 0, toujours. Et donc l'élément en position 2, ce serait pas l'élément grade 1? L'élément en position 2. En position 2, bah, ça dépend. En crochet 2 ou en... Bah, là, il y a marqué SCDC out, élément at position 2. Ok. Grade entre crochet 2, mais ce serait pas grade entre crochet 1? Alors oui, non, ça dépend comment vous le voyez. Je comprends ce que vous voulez dire. Effectivement, la position 2, si vous voulez dire... Moi, ce que je voulais dire, c'était à l'indice numéroté 2. Donc l'indice numéroté 2, en fait, c'est le troisième élément. Ok, d'accord. Ok. Ok, mais je comprends votre raisonnement. Donc, vous ne prenez pas la tête. Ça commence à 0. Ok. Monsieur? Et on peut pas Et ici, pour le hit égale grades begin, comment on aurait fait avec le auto? Alors, ça serait auto grades? Non, ça serait for auto lm 2 points grades. Ah, et lm en fait, c'est pas, ça n'a pas de nom. Enfin, c'est quelque chose. Non, c'est le nom d'une variable. Bibliothèque, quoi. Vous pouvez, non, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ah, c'est le nom d'une variable, on n'a pas besoin de la déclarer. Alors, si elle est déclarée et son type c'est auto, c'est-à-dire, ce sera un float dans mon exemple. D'accord, ok. Et on peut pas le parcourir avec une variable sizeT? Alors, si, on pourrait, tout à fait, en utilisant for sizeT i égale 0, i inférieur à grade.size, i++ et compagnie. Ça marche. STDC out de grade crochet i, ça marche. Monsieur, Yes. quand vous effacez le troisième élément du tableau, est-ce Oui. que le décalage il se fait automatiquement? Oui, tout à fait, c'est automatique, rien à faire. Ok. Et vous pouvez juste... vous avez déjà parlé de grades begin? De quoi? De grade begin? Ouais. Non. Donc ça correspond à quoi, cette fonction? C'est pour la version parcourir avec les itérateurs. Donc le begin, ça retourne un itérateur sur le premier élément. Et le end, un itérateur sur l'après-dernier élément. Monsieur, c'est quoi la différence entre Voilà. grade front et grade begin? J'ai pas entendu, il y a eu un cafouillage. Grades front, je crois qu'il retourne ce qu'il y a dans le premier élément, et grades begin, il va retourner... il va retourner quoi, grades begin? Vous pouvez répéter? Pointeur, l'itérateur, donc le pointeur sur le premier élément. Ok, ouais. Ok, front, il récupère pas un pointeur, il récupère la valeur, d'accord, de l'élément. Et begin, c'est l'adresse, si vous voulez, du premier élément. Donc un pointeur caché, donc un itérateur. Ah, il va retourner l'adresse, du coup. Oui, c'est une adresse, c'est un itérateur. Okay, l'adresse plus 2 en fonction du type, ça va pas changer? Alors l'adresse plus 2, non, parce qu'il se débrouille pour qu'en fonction du type que vous mettez dedans, il sautera le bon nombre d'octets qu'il faut. Il le fait tout seul. Ah, il va comprendre? Ouais, il est malin. Il sait que si c'est un int, il va sauter de 4, un float, il va sauter de 8 en 8, un char de 1 en 1 et compagnie. Ok. Il sait même sur une machine 32 bits et 64 bits, il sait même que les int, c'est 8 bytes sur 64 bits et 4 bytes sur 32 bits. Il est malin. Et du coup, monsieur,
À la place de grade begin, on aurait pu mettre grade crochet 2, ça aurait fait pareil ou pas? Grade begin, non, grade crochet 2, enfin à quel endroit? Ah, sur À l'endroit où il y a les... écrit grade begin. Plus 2, on remplace par grade crochet 2. Ça revient en même ou pas du tout? Alors non, parce qu'en fait, erase, ça c'est un peu chiant. Ça, je vous avoue, c'est super chiant. Il veut en paramètre, il veut un itérateur. Il veut une position. D'accord? Ok. Et donc, du coup, il faut utiliser grade begin plus le décalage que vous voulez. Ok, très bien. Ouais, je suis d'accord. Moi, à chaque fois que je supprime un élément dans un vecteur, ça me fait un peu chier parce que je trouve pas ça génial. Je vais vérifier juste la doc parce que j'ai un petit doute, moi aussi, je la connais pas par cœur. Mais ouais, c'est ça, c'est une position. Premier paramètre, c'est une position. Ils disent iterator pointing to a single element to be removed. En gros, vous passez l'itérateur qui pointe vers l'élément que vous voulez supprimer du vecteur. Donc moi, je veux supprimer l'élément à l'indice 0 plus 2. Donc je veux supprimer l'élément à l'indice 2. Ok. Voilà. Si on avait mis grade crochet 2 avec une esperluette devant. Alors, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Jamais essayé. À mon avis, c'est pas bon. Je pense que ça marche. Ah, peut-être parce que les données sont contiguës en mémoire. Donc peut-être que ça fonctionnerait. Mais jamais essayé, pour être honnête. Ça serait, en vrai, ça serait même plus propre que de faire ça plus 2, parce qu'on ne demande pas à la machine de comprendre par elle-même, on lui donne l'adresse de la case qu'on veut supprimer. Je comprends, mais là, en faisant cette opération, vous lui donnez aussi l'adresse, si vous voulez. Ouais. Ça revient Vous l'avez peut-être. codé, grades begin ou pas? Pardon? Elle est codée quelque part, grades begin, dans le cours? Non, elle n'est pas codée du tout. Elle est dans la librairie standard, si vous voulez lire le code. Vous pourrez fouiller dans les fichiers de la librairie standard, mais je vous préviens, c'est imbitable. C'est très dur à lire. Comment on fait pour les ouvrir, les librairies? J'avais réussi une fois par erreur et je sais pas comment. Bon, clic droit, édite avec Notepad. Un truc. Ok. Voilà, effectivement, il n'y a pas d'extension sur les fichiers de librairie. Donc, vous faites clic droit, ouvrir une Notepad++, ça marche très bien. Monsieur? Oui. Pourquoi grades n, c'est un itérateur qui pointe sur l'après-dernier élément? Alors, tout simple. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tout simplement parce que si vous voulez pouvoir afficher le dernier élément, il faut que grade.n puisse pointer sur celui d'après, parce que regardez dans la boucle for, c'est la condition de sortie de la boucle. Donc vous vous barrez dès que l'itérateur vaut la valeur grades.n. Si c'était le dernier élément, vous n'auriez pas affiché le dernier élément, vous êtes d'accord? Vous seriez sorti Oui, tout à fait. Voilà pourquoi il pointe sur l'après-dernier. Et monsieur? D'accord. Oui. Monsieur, si j'ai envie de supprimer du 3e au 5e, ça veut dire que j'aurais fait grades.erase, grades.begin plus 2, virgule, grades.begin plus quelque chose, c'est ça? Tout à fait. C'est ça? 5. Ok, ça va, nickel. Voilà, parce que vous pouvez effectivement erase un range, c'est-à-dire plusieurs éléments d'un coup avec erase. Tout à fait. Et j'ai une question, est-ce qu'on peut faire grades.back -2 par exemple pour enlever la avant-dernière valeur? Alors tout à fait, alors c'est pas grades.back, attention, parce que .back retourne la valeur de l'élément à la fin, c'est grades.end, si vous voulez, partez de la fin, -2. D'accord. Et là oui ça marche parce que grade.end c'est bien un itérateur. Ok, merci. Ok, bon, c'est bien, il y a pas mal de questions, c'est cool. Les listes, rapidement. Il ne reste plus beaucoup de temps en plus. Alors, les listes, c'est comme les listes chaînées que vous avez vues l'année dernière, pour ceux qui les ont vues. Donc, vous pouvez avoir des listes simplement chaînées ou doublement chaînées sans rien faire, sans vous fouler le petit doigt. Super pratique. Il suffira d'utiliser ce petit conteneur qui s'appelle liste. Par défaut, la liste est doublement chaînée, mais bon, si vous voulez une liste simplement chaînée, ça s'appelle, le conteneur s'appelle forward_list. Bon, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Les données sont non contiguës en mémoire. Ça veut dire que, comme vous l'avez vu l'année dernière, il y a des pointeurs et des maillons qui vont jumper en mémoire. Donc, vous n'avez pas les données qui sont les unes à la suite des autres. Conclusion, vous ne pouvez absolument pas utiliser le crochet i. Il n'y a pas d'accès par indice, tout simplement. Les accès se font donc par itérateur, donc par pointeur, tout simplement parce que les données ne sont pas à la suite. Donc, l'avantage des listes chaînées, c'est toujours le même par rapport au tableau dynamique. C'est que si vous voulez faire des insertions ou des suppressions en plein milieu de la liste, c'est beaucoup plus facile de couper le pointeur, de supprimer le maillon et de raccrocher le pointeur que
de supprimer l'élément dans le vecteur et de tout décaler automatiquement vers la gauche. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, vos camarades, tout à l'heure, le mécanisme de déplacement automatique quand on fait erase sur un vecteur des données est lent en termes de complexité algorithmique. Donc la liste reste très intéressante pour ça. Quelques fonctions sur la liste, elles sont très similaires aux fonctions sur le vecteur, sauf qu'on peut travailler des deux côtés avec une liste, en tête et en queue. Donc vous avez push front, push back et pop front, pop back. Alors qu'avec le vecteur, on peut travailler que en queue, c'est-à-dire à la fin du conteneur. Ensuite, vous avez un accès en O2I, donc c'est plus un accès en O2.1 pour accéder au 8e élément. Donc si vous voulez accéder au plein milieu de la liste, il faut parcourir tout le début de la liste pour s'arrêter au bon endroit. Si vous voulez rechercher un élément, pareil, vous ne savez pas où il est, donc la complexité, dans le pire des cas, vous aurez un O2N. Et pour insérer au milieu d'une liste un élément, c'est très facile. Si vous avez directement la position où vous voulez le mettre, c'est une opération instantanée. La complexité, donc en O2.1. Voilà, d'ailleurs, O2I, c'est pas tout à fait juste, ce serait plutôt O2N. Mais bon, c'est des détails. Sur 2 plutôt, puisqu'elle est doublement enchaînée. Alors, ouais, bien vu, vous êtes malin, vous. Elle est doublement enchaînée, mais reste à savoir si l'algorithme qui a pour accéder au ième élément, est-ce qu'il est malin ou pas, en fait. Et juste au passage, O2N sur 2, en notation complexité algorithmique, en mathématiques, c'est O2N, c'est pareil. Si vous voulez, le facteur 1,5 se fait absorber. Ok. On s'en fiche. Mais vous avez raison en soi, je comprends. Mais O2N sur 2, O2N sur 3, O2N sur 4, c'est O2N. Quand on tend vers plus l'infini. C'est comme ça. C'est un peu comme les petits taux là, avec les développements limités qui absorbent. Mais ça, c'est pour l'infiniment petit. Là, on travaille sur l'infiniment grand. Ok, comment on utilise une liste? De la même manière qu'un vecteur, donc je ne vais pas repasser 20 minutes là-dessus. Au lieu d'utiliser std de point vector, vous remplacez par std de liste. Voilà, hop. Ensuite, pareil, vous faites le desinclude list. Je ne vous explique pas les fonctions, c'est quasiment les mêmes c'est même les mêmes que pour le vecteur, donc c'est le même slide. Le parcours d'une liste, toujours, il y a deux méthodes. Enfin, il y a la méthode itérateur que je vous ai dit qui est obsolète, donc je ne reviens pas dessus. Et il y a la méthode avec le auto, qui est super pratique. Notez que j'ai mis un const référence, je reviendrai dessus plus tard. Juste pour info, le const veut dire que je n'ai pas le droit de modifier la variable lm à l'intérieur de la boucle for, donc c'est une protection. Et la référence dit que je manipule mes objets par référence, tout simplement, c'est plus efficace. Mais si les objets à l'intérieur, ce sont des int ou des floats, on s'en fout, ça ne change rien du tout pour la référence. Ok? Mais monsieur? Oui. Imaginons que j'ai une liste, j'ai envie d'aller à la 6e. Genre, je pars d'où à la base, au tout début? Alors, vous partez toujours de begin. D'accord. Point begin plus 6. Ok. Ok? Pareil, avec les itérateurs, si vous voulez avancer à la 6e. Ça va. Alors, je vais vous montrer, je ne l'ai pas fait dans le groupe d'avant. Bon, j'ai un petit peu de temps, c'est surtout que j'ai rien à faire après. Et puis, je vais poster la vidéo du deuxième cours pour le coup, qui est un peu mieux que la vidéo du premier cours, parce que j'ai eu une interruption avec un prof, parce qu'on avait la même salle. Donc, du coup, il est rentré en plein milieu du cours. Donc, voilà, ça a été enregistré. Donc, vu que c'est pas terrible l'interruption, je vais mettre la vidéo de ce cours-là. Donc, je vais en faire un peu plus, comme ça, l'autre groupe pourra aussi voir le cours un peu mieux, quoi. Et surtout, j'avais une autre info à vous faire passer avant. Voilà, déjà, je vais essayer de... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais ouvrir le test CPP. Juste pour revenir sur l'évaluation que vous aurez semaine prochaine, j'enverrai un mail. Je vais réfléchir sur le format de ce qu'on va faire comme interro, entre guillemets. Et je vous enverrai un mail sur le forum des nouvelles sur campus. Donc, normalement, vous recevrez une notification. Mais juste, faites attention et regardez bien ce que j'envoie pour être tenu au courant, quoi. Comme ça, tout le monde sera... Pardon, non, ce sera la semaine prochaine, je crois. C'est pas cette semaine. Ah, ok. Je sais pas. Alors, prenons un code où je vais utiliser un vector et une liste pour rigoler. Desinclude. Je vais faire un vecteur de int, par exemple. Vous allez voir un peu, c'est magique. Je sais pas si vous êtes sur un code ou pas, mais on est toujours sur le PowerPoint, non. Ah, mince. Attendez, je vais régler ça. Ça va être compliqué si j'arrive même plus à partager les trucs. C'est bon là? Ouais. Ok, vous voyez le code, super. std list, test, list, test, vector.
Donc, imaginez que je veux insérer, on va y aller doucement, int i égale 0, 1000 éléments à l'intérieur. Pour ça, je vais faire test vecteur pour un pushback de i. Là, ce qu'on fait, monsieur, c'est on veut parcourir la liste chaînée. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des éléments dans le vecteur et dans la liste. Et après, on va les parcourir, effectivement. Là, on va les remplir avec 0, nanana, jusqu'à 999. Voilà. Et là, enlevez le B du push, monsieur. Vous avez mis push B et... Ouais, merci. Et là, regardez. En fait, je vais faire autrement pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Là, je vais juste le faire avec le vecteur. OK. Alors, vous ne verrez pas la console, j'imagine. Donc, il faut que je partage l'écran en entier. Je crois que c'est celui-là. Vous voyez là? Donc, du coup, là, vous voyez la console. Ouais. OK. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté mes 1000 éléments, je les ai affichés. Donc là, je suis dans un tableau. Vous êtes d'accord? Un tableau dynamique. Imaginez maintenant, vous vous êtes dit, merde. En fait, ce n'est pas un tableau que je voulais, mais je voulais une liste chaînée parce que c'était plus facile pour faire mes calculs. Bah, regardez ce que j'ai à faire. Hop. Terminé. Vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, vous venez de convertir votre tableau en liste chaînée en une demi-seconde. Putain, c'est marrant. Imaginez faire ça en C. Remettez-vous l'année dernière en train de faire ça. C'est impossible. Si, c'est possible, mais ça prend quoi? 2 heures? Ouais, mais c'est. Enfin. Non, mais ouais, mais parce qu'il faut tout changer, en fait. Il faut tout changer, exactement. Alors que là, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai changé juste le nom du conteneur. C'est quand même génial. Le C++, voilà, a quand même de gros avantages. Ça, c'est parce que les interfaces des conteneurs sont très similaires. C'est-à-dire que les fonctions pour les conteneurs sont quasiment toutes les mêmes. Le pushback, on le retrouve partout, le popback aussi. Et c'est pour ça que, vu que les interfaces sont similaires, il y a beaucoup de ressemblances et il est possible de faire ce mécanisme très facile de changer de conteneur un peu à la volée. Ça ne fonctionne pas pour tous, évidemment, parce que les conteneurs associatifs, c'est très différent. Les maps, les multimaps, les tables de hachage, c'est pas du tout pareil. Mais vous voyez que pour des listes, des forward lists, des vectors ou voire des sets qu'on n'a pas encore vu, l'interface est très similaire. Les sets, ça modifie un peu. Mais là, j'ai une liste doublement chaînée. Là, je pourrais avoir une forward list. Et là, j'aurai une liste simplement chaînée. Je vous parlais de la liste simplement chaînée. Hop. Ah non, ça doit être dans liste aussi. Non, mais parce que vous avez mis 2 W, vous avez mis 2 W à forward. Ah. Bien vu. Ah, bah non, sniff. Ah, c'est push front. Bah oui, elle est simplement chaînée, donc je suis obligé de pusher sur front. Ok, front parce qu'elle ne va que d'un côté, la forward, alors que la liste classique, elle va des deux côtés. Donc en fait, j'aurais dû plutôt travailler sur push front, et là vous voyez que sur le push front, que ce soit une liste ou une forward list, les deux fonctionnent. Par contre, du coup, le vecteur, il passera plus, parce que le push front est interdit sur un vecteur. Il faudra faire un pushback. Monsieur? Ouais. Imaginons que j'ai envie d'afficher de la fin au début. Il y a quoi qui change? De quoi? Dans l'autre sens, à l'inverse? Ouais. Ah oui, on ne peut pas utiliser ça dans ce cas-là. Si vous voulez afficher de la fin au début, il faudra faire... par exemple, avec un vecteur, on pourra faire soit un itérateur, for auto it est égal à test vecteur.end -1, parce que c'est l'avant-dernier élément. It différent de test vecteur.begin plus moins it, pardon, mon décrément. Et là, du coup, vu que c'est un pointeur, c'est étoilité. Alors, qu'est-ce qu'il veut? J'ai dû faire une erreur de syntaxe quelque part. Voilà. Oh. Et voilà. Au top. Alors, j'ai pas le 0.
J'ai bien le dernier, donc 999. Et là, il s'est arrêté à 1. Mais c'est par rapport à la condition d'arrêt, non? C'est ma condition d'arrêt qui ne doit pas être bonne. Et oui, effectivement. Parce qu'en fait, il ne faut pas que je m'arrête à begin. Mais Vous avez dit tant que c'est différent, il faut mettre inférieur à begin, je pense, non? Inférieur ou égal, je pense. Inférieur ou égal. Ça marche. Ça ne fonctionne pas. Ben non, ben non. Non, là, parce que c'est des adresses, donc non. Supérieur, je suis con. Begin -1. Non, c'est supérieur. Voilà, là, je l'ai le 0. On va dans l'autre sens. Ok, donc là, j'ai bien mes 1000 éléments. voilà, alors, ok. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Un truc marrant aussi. Enfin, je sais pas si c'est marrant ou pas. Je reviens sur mon const auto. L'idée du auto qui est cool. Imaginez que... donc là, vous voyez, vous avez vos 1000 entiers là. Voilà. Et en fait, vous ne voulez pas travailler sur des entiers, mais sur des floats. Bah, il suffit de changer. Et regardez, tout s'adapte. Là, vous travaillez sur des floats. Juste en changeant le type. Parce que ici, le auto, il s'adapte. Imaginez que j'avais mis const int. Ou int. C'est plus facile. Pour chaque élément de type int, je les affiche. Donc là, vous voyez, le code fonctionne. Parce que je sais que ce sont des ints dans mon vecteur. Je n'ai pas utilisé auto. Maintenant, si je change en float, regardez, ça compile plus normalement. Oh, abusé. Ça devrait pas. Parce que ici, c'est pas un int, c'est un float. Il devrait me mettre au moins un warning. Abusé. Non, je crois qu'il va juste les cut à la virgule. Ouais, c'est possible. C'est ça. Dans l'autre, si on essaie dans l'autre sens en mettant des int au début et des floats après, si ça marche aussi bien. Ouais, vous avez raison. Voilà, il les a cutés. Alors que si j'avais mis float, voilà, là j'ai bien tous les nombres. Et si je mets auto, c'est là où c'est intéressant. Non seulement ça fonctionne pour les floats, mais si je mets les ints, j'ai aussi des bonnes valeurs et j'ai pas touché ma boucle for. Vous avez vu, ça s'adapte. Et si je mets des chars, donc des caractères, il a du mal à compiler, il est bloqué. Il n'aime pas les chars. Là, ça fonctionne, mais là, ça ne veut pas. Il n'a pas aimé les chars. Vous mettez des chars, du coup, en x0, ça sort des trucs bizarres, non? Ouais, ça sortira des caractères. Voilà, ça a planté CodeBlocks, il a tellement pas aimé. Mais il n'y a pas de décimaux dans le code ASCII. Tout à fait, il n'y en a pas. Vous aurez des trucs. En fait, il va cutter, il va virer la virgule, il va essayer de trouver le chiffre. Enfin, je sais pas, le code exa le plus proche, quoi. Bon, j'ai même fait planter le CodeBlocks. Alors celle-là, j'en reviens pas.